Vous avez connu les livres-jeux, parfois aussi appelés les livres dont vous êtes le héros. Il s'agit de livres qui ne se lisent pas d'un bout à l'autre comme nous en avons tous l'habitude. Au lieu de cela, le lecteur y a un rôle beaucoup plus actif. Le livre dont vous êtes le héros s'adresse normalement à son lecteur à la deuxième personne. Le scénario se développe et au bout de quelques paragraphes, le lecteur doit prendre une décision parmi plusieurs possibilités offertes et aller voir à la page correspondante pour voir quelles sont les conséquences de cette décision. Le lecteur peut incarner un aventurier, un détective de police, voire même un candidat à une élection. Ces décisions vont amener le succès ou l'échec, voire la perte du personnage. C'est un loisir très divertissant, bien que parfois frustrant, tant il est facile de se retrouver dans le coffre de la voiture d'un malfaiteur après avoir fait un choix qui semblait anodin, voire même inspiré. Avec l'omniprésence des jeux vidéo, ces livres n'occupent plus qu'une niche folklorique sur le marché des loisirs. Dans les jeux vidéo, le joueur prend souvent plusieurs fois par seconde des décisions petites et grandes, souvent des simples réflexes physiques qui vont décider du sort d'un ou de plusieurs personnages à l'écran. En général, dans ces livres ou dans ces jeux vidéo, l'utilisateur dirige un personnage héroïque, un personnage bien intentionné, courageux, aux capacités souvent exceptionnelles, mais qui se trouve dans une situation très difficile et qui doit quitter sa zone de confort et s'aventurer dans des contextes qui lui sont nouveaux. Je cite ici des points qui ne sont rien d'autre que certains des éléments les plus classiques des histoires de fiction. Comme Jonathan Gottschall le note, et il n'est pas le premier, dans son livre The Storytelling Animal, la difficulté y est la norme et le conflit omniprésent, souvent avec un certain degré de violence. Des mythes antiques aux romans contemporains, la grande majorité des histoires conçues, racontées et appréciées par les humains comportent ces éléments. Ces activités de loisirs comportent un but clair, faire triompher le héros. À plus court terme, franchir le prochain obstacle et gagner des compétences ou acquérir des objets plus puissants que ceux déjà en possession du personnage. Comme beaucoup de gens, j'ai connu des personnes qui ont passé beaucoup de temps, énormément de temps, à jouer à certains jeux vidéo apparemment particulièrement addictifs. En particulier, les Mass Multiplayer Online Role-Playing Games, ces jeux vidéo en ligne qui attirent pour certains, World of Warcraft en particulier, des millions de joueurs qui créent un personnage et le dirigent à travers un nombre colossal de quêtes dans un univers gigantesque, aussi bien sur un plan géographique que narratif. Comme le note Jonathan Gottschall, certaines personnes trouvent plus attirante la vie d'aventure et de combat de leur avatar digital que leur vie réelle, pourtant souvent relativement confortable, mais passablement ennuyeuse. Dans World of Warcraft, comme dans Super Mario, les adversaires ou les ennemis sont virtuels. Ce sont des morceaux de code informatique qui apparaissent sur notre écran. Évidemment, il y a des exceptions, elles ne sont d'ailleurs pas négligeables, mais j'y reviendrai dans une minute. En attendant, j'émets l'hypothèse que beaucoup de gens traitent Twitter, sans le savoir, comme un jeu vidéo en ligne, dans lequel les monstres sont d'autres personnes. Sur Twitter, les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, nos adversaires idéologiques ou politiques, sont pour beaucoup d'entre nous des monstres que nous combattons et terrassons si possible. Nous pointons du doigt leur méchanceté, leur immoralité, le caractère néfaste, voire destructeur de leurs idées, puis nous pourfendons ces idées, nous les tournons en ridicule et nous recevons les encouragements puis les applaudissements des gens qui sont d'accord avec nous. À la fin des histoires que se racontent les humains, le héros est récompensé pour son courage, son abnégation, sa générosité, sa probité. Il a su surmonter les obstacles. Il ne s'est pas défilé et il n'a pas envoyé ses amis ou même des inconnus se sacrifier à sa place. Et sur Twitter, beaucoup d'entre nous jouent au héros. Notre quête y sert le bien, nous en sommes convaincus. Il serait tentant de dire que nous ne voyons pas que les monstres que nous terrassons sur Twitter à coups de messages d'assassins sont aussi des êtres humains. Tentant, mais probablement plutôt faux. Je devine au contraire qu'il est plus stimulant, plus satisfaisant, plus gratifiant de pourfendre des monstres que nous percevons comme bien réels, que des monstres dont nous savons qu'ils ne sont que des codes informatiques. J'avais promis d'y revenir. Dans beaucoup de jeux vidéo, il existe des modes de jeu où l'adversaire ou l'ennemi est joué par une autre personne, qui peut même être à l'autre bout du monde. Dans cette situation, ceci dit, bien que chacun ait envie de gagner,
nous ne prêtons en général pas des intentions horribles à l'opposition. Enfin, un peu quand même, comme le décrit Nicholas Christakis dans son livre Blueprint, mais pas avec la même intensité ou la même monomanie que sur Twitter. Sur Twitter, nous sommes notre héros et, pour ceux qui se battent avec véhémence et régularité, le héros de nos alliés idéologiques. Mais nous sommes le monstre de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Twitter offre cette expérience de lutte héroïque, de combat du bien contre le mal et contre des monstres que nous percevons comme bien réels d'autres utilisateurs. Et c'est sans doute là un des facteurs majeurs du succès de Twitter. C'est quelque chose de rarement discuté en ces termes, ceci dit. La prochaine fois, c'est promis, je parlerai d'autre chose que de Twitter. En attendant, essayez, si vous utilisez cette plateforme, de prendre note de la séduction qu'elle peut exercer, en vous donnant la possibilité de jouer un héros embarqué dans une quête au service du bien. La vie est plus complexe et plus nuancée que les histoires qui nous font vibrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles les histoires sont si agréables et stimulantes. Mais tâchons de rester capables de les distinguer autant que possible de la réalité. Comme nous en avertit Jonathan Kotcher, ce n'est pas facile.